Déjà, sur une séance, l'avant-après, il est dingue. Déjà. Sur une séance? Sur une séance, déjà, il est dingue. Okay. Et il y a des gens qui oublient, en fait, le début de la... Heureusement que je note, hein. Je dis, attendez! Parce que les gens, à la fin, ils me disent, oui, mais bon, de toute façon, ça fait longtemps. Attends, là! J'ai noté, hein. On était à 10 sur 10 de perturbation. Il y avait colère, tristesse, honte, humiliation, tremblement, boule au ventre, et je suis une merde. Et, ah oui, c'est vrai, effectivement. 1 heure plus tard, la personne, elle se demande pourquoi elle est venue. Hein. C'est fou. Donc, donc je vois que ça, en fait. Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous. Voici une belle rencontre avec un sujet qui ne peut pas vous laisser insensible. Je sais que cette émission va être très commentée, avec bienveillance comme toujours, et vous allez peut-être vous y retrouver, ou quelqu'un de votre entourage aura été au cœur de cette situation quand on parle notamment de trauma, et peut-être cette phrase qu'on vous a très régulièrement balancée à la figure, parce que c'est le mot, la phrase qui est « il faudra apprendre à vivre avec ». Je crois qu'il n'y a rien de pire, et aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte à quel point cette phrase peut avoir des conséquences. On va parler de tout ça, on va parler de neuropsychologie, bien sûr, avec Eva Lomba, Le Bihan. Bonjour Eva. Bonjour. Pim pim. On vous dira pourquoi, parce qu'évidemment, il y a une petite connotation musicale avec un instrument de musique qu'on affectionne particulièrement. Merci d'être là, Eva. C'est moi, merci de m'avoir invitée. Merci infiniment. On va parler, cette phrase, vous l'avez entendue? Oh. Il faudra apprendre à vivre avec. Oui, tellement, bien sûr. Ouais, je l'ai beaucoup entendue. Avant même d'exercer. Parce que vous étiez au cœur de ces traumas dont on va parler. Oui, aussi. Ouais. Ouais. Alors aujourd'hui, vous êtes neuropsy et spécialiste en EMDR. Alors évidemment, cette pratique est une pratique que beaucoup de gens connaissent. Et même parfois, on l'entend, mais on redéfinira évidemment quels sont les grands traits. Et puis on va voir comment est-ce que vous pouvez accompagner ceux et celles qui sont victimes de ces traumas. D'abord, comment fait-on pour réellement savoir si on a eu un trauma ou pas? Comment savoir? Comment savoir? En fait, il y a tellement de réponses possibles. Quand on parle d'un événement particulier, si on pense à un événement qui appartient au passé et qui a encore des sensations désagréables, que ce soit des émotions désagréables ou des sensations physiques qui remontent, ça peut être une boule au ventre, une petite angoisse, la gorge qui se serre un petit peu. Déjà, c'est que c'est traumatique, en fait, c'est que c'est pas traité. Le cerveau n'a pas traité la situation. Mais ça veut dire que, parce que quand on dit le mot trauma, il y a un degré dans ce mot. Et trauma, il y a tout de suite, c'est pas qu'une émotion pour le coup. Le trauma, c'est beaucoup plus, on a le sentiment que c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus profond. Alors qu'en fait, le trauma, c'est très très vaste. C'est tout ce qui appartient au passé et qui a encore un impact sur le présent. C'est tout ce qui a encore une charge émotionnelle négative, douloureuse, ou des croyances négatives qui sont associées alors que l'événement appartient au passé. C'est beaucoup plus large que ce qu'on peut penser. En fait, la plupart des gens pensent qu'un trauma, ça va être un accident de voiture, ça va être une agression, ça va être d'avoir perdu quelqu'un, un décès, une maladie grave. Alors qu'en fait, le trauma, ça peut être... alors, la problématique traumatique, ça peut être un manque d'estime de soi. Et là, on va aller rechercher les traumas qui sont à l'origine de ce manque d'estime de soi, des traumas qui ne sont donc pas traités par le cerveau, d'où la problématique du présent. C'est très, très large. Oui, c'est très large. Toute souffrance. Oui, et même parfois aussi, ça fait partie de ces mots trauma où on a le sentiment qu'il y a aussi une sorte de grand fourre-tout, quoi. C'est-à-dire qu'on y met un petit peu tout. Et même parfois des traumas inconscients. Et oui, effectivement. Là, on peut aller toucher à des traumas transgénérationnels, on peut aller toucher... selon nos croyances, à la question karmique, selon nos croyances. Voilà. Ça, c'est vrai qu'on peut y mettre énormément de choses, mais à juste titre, je pense. Voilà. Alors, on va voir évidemment comment est-ce que vous en êtes arrivé à cela, parce que votre parcours de vie est jonché aussi de situations trauma, dont une situation qu'on va évoquer dans un instant, qui a un point commun avec la mienne. Oui, vous allez voir aussi. L'école. L'école, ça aussi. Alors, ça commence par là. Vous, ça commence par là, les traumas? C'est souvent beaucoup plus précoce que ça. Ça commence des fois même dès la grossesse de notre maman, et bien avant. Mais on va dire de ce qui a commencé à être conscient assez tôt, ça a été l'école, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? L'école, en fait, déjà j'ai été moquée à l'école, voilà. Et puis j'ai été
assez bavarde, je parlais beaucoup et j'étais assez vive. Et du coup, ça m'était pas mal reproché. Donc, il y a eu quelques petites violences physiques. Voilà. Qui paraîtraient complètement folles aujourd'hui. Hein. J'avoue. C'est-à-dire, aujourd'hui, ne serait-ce que tirer la joue, tirer l'oreille, c'est improbable. Ouais. Les parents s'insurgeraient et la prof ou l'instit serait sans doute convoqué à l'académie avec une mise à pied. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Alors qu'à l'époque... Alors, mes parents ont vu des bleus. J'avais des bleus sur les jambes. Ah oui, quand même. Ouais. J'étais frappée à coups de bâton par la maîtresse. Mais non! En primaire, ouais. Mais qu'est-ce que c'est que cette école? C'est le bagne, quoi. Ouais. Ça s'est passé. Et on me mettait des... Enfin, on m'a mis, je me rappelle, j'ai un souvenir, hein, du papier froissé dans la bouche pour arrêter de parler. Donc un petit peu... Oui, la honte, en fait. Peine de honte, quoi. Ah ouais? Donc debout devant la classe avec du papier froissé dans la bouche. Ah ouais? Pour que j'apprenne à me taire. Voilà. Ah oui, quand je dis que c'est improbable, ça, évidemment. Donc, ouais. Et alors, sur le coup, effectivement, vos parents prennent conscience à quel point ça peut être traumatique? Oui, sans avoir vraiment de notion très claire de ce que c'est que le trauma et des conséquences par la suite. Mais en tout cas, oui, c'était pas possible pour mes parents, bien sûr. Ils sont allés voir la maîtresse et ça, ils ont mis un terme à tout ça. À ces maltraitances, ouais. Donc, mais aujourd'hui, vous vous en souvenez très très bien, au point que... Je me souviens, ouais. Au point que vous dites, dès l'âge de 12-13 ans, vous voulez déjà aider. Ah oui, oui, parce que je m'intéressais, alors pas forcément par rapport à ces traumas-là, hein, j'en avais pas conscience en fait à ce moment-là, mais parce que j'avais envie de comprendre l'humain. J'étais passionnée par l'humain en fait. Les différences d'une personne à l'autre, de pensée, de fonctionnement, ça me passionnait, ça me fascinait. Et à 16 ans, vous arrêtez l'école pourtant? Et j'arrête l'école, ouais. Parce que ça va pas? Eh bien parce qu'en fait, alors je n'ai jamais eu de souci d'apprentissage et on va dire de compétences. Mais je remettais en question le système scolaire, les apprentissages. Pourquoi apprendre par cœur, réciter une leçon, avoir une bonne note et puis voilà, satisfaire l'enseignant. Et je me posais plein de questions existentielles et je me sentais pas à l'aise avec en plus aussi mes pairs, PAIRS, voilà, les gens de mon âge. Je me sentais pas en accord, j'avais pas les mêmes pensées, les mêmes intérêts, centres d'intérêt, etc. Donc j'étais pas à l'aise. Ce qui doit être assez déstabilisant pour vos parents, pour le coup, à l'époque. Oh, ouais, ça a été très, très, très dur. Et on peut imaginer, il y a beaucoup de parents qui doivent aujourd'hui et qui vous écoutent se retrouver dans une situation comme ça. Que faire? Vous, la neuropsy aujourd'hui, comment des parents doivent réagir quand ils se retrouvent face à des enfants comme vous l'avez été, alors qui ne font pas le rapprochement, ne serait-ce qu'avec le trauma et l'attitude de la prof qui était quand même assez humiliante, pour le coup, mais qui se retrouvent avec un enfant qui est profondément déstabilisé? Alors, je dirais que ce mal-être que j'avais à l'école, et peut-être que vous parliez de votre histoire, si ça se trouve, il y aura des échos. Mais je vais vous l'ai raconter. Su, voilà. En fait, moi, j'ai su à l'âge de 34 ans, j'ai eu une identification de haut potentiel. Et donc, je pense que c'était plus dû à ça. C'est-à-dire que j'étais mal à l'aise dans le système scolaire parce que je pensais autrement et que je fonctionnais autrement. Et donc, voilà, je l'aurais su beaucoup plus tôt et j'aurais été accompagnée beaucoup plus tôt sur cette question-là. Il y aurait eu moyen que je me sente très à l'aise à l'école. D'ailleurs, ensuite, on ne m'arrêtait plus. C'est-à-dire que quand j'ai repris à l'âge à la vingtaine, 23, 24 ans. Et bien, voilà, j'ai fait 7 ans d'études, des formations, et je pourrais, voilà, si je pouvais, je reprendrais encore l'école, quoi. Enfin. C'est pour ça que vous avez ce bac plus 7, comme on dit. Et alors, juste pour la petite anecdote, effectivement, cette humiliation à l'école, moi, je l'ai connue aussi à un moment donné de ma vie, et je vais vous expliquer en 2 secondes. Quand j'étais en primaire, j'avais une petite chérie qui se prénommait Claire. Petite blondinette toute bouclée, et elle était assise juste derrière moi à l'école. Et un jour, on fait une dictée. Et quand on fait la dictée, j'étais pas très bon en orthographe, et mon cahier est criblé de fautes d'orthographe avec des trucs soulignés en rouge de l'instit. Et pour me dire à quel point j'étais mauvais, l'institutrice avait accroché avec une pince à linge, le cahier grand ouvert dans mon dos, comme ça, avec les 2 pages de la dictée criblées de fautes. Ce qui fait que non seulement j'avais l'humiliation du geste avec la pince à linge qui tenait le cahier, mais en plus, c'était juste derrière ma petite chérie, enfin juste devant, elle était derrière, et elle voyait dans mon dos le fait que j'étais un cancre et que j'étais pas bon du tout à l'école avec le truc. Cette image-là m'a traumatisé. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et c'est un geste. Alors, peut-être que les profs à l'époque, ou les instits à l'époque n'étaient pas conscients de ça et qu'ils étaient peut-être pas formés sur l'humiliation que peuvent avoir certains de leurs comportements.
Mais ça prouve à quel point il y a des conséquences derrière. Alors, ce qui est intéressant, je sais pas si, enfin, je me permets. Hein. Oui, bien sûr, allez-y. Ce qui est intéressant, Madame la c'est psy, allez-y, racontez-moi, madame la neuropsy. Alors, qu'est-ce que j'aurais dû savoir ou j'ai pas compris à l'époque? Ce qui est intéressant, et en plus, on a nos deux histoires, c'est d'aller regarder ce que ça a pu créer par la suite ou qu'est-ce qui s'est intégré comme mauvaise croyance sur vous. Là, on va rentrer dans ce que c'est que le trauma, là. Alors, je vais vous ça dépend des gens, en fait. Alors, je vais vous dire, ma plus grosse hantise était la lecture à voix haute à l'école. Le fait de devoir lire à voix haute quelque chose me tétanisait de peur. La prise de parole en public me tétanisait, ce qui est quand même un comble avec ce que je fais aujourd'hui. Oui, donc bravo, vous l'avez transcendé. Alors, je suppose que j'ai dû le transcender, inconsciemment. Voilà. Et en fait, du coup, dans le trauma, on va intégrer... Donc, pendant une situation qui est vécue, qui devient traumatique, parce que le cerveau ne va pas pouvoir traiter toutes les informations, à cause de la charge émotionnelle, en fait, on va intégrer des émotions douloureuses. Donc, la peur, vous dites, la peur. Moi, c'est plus la honte. Donc, vous voyez, ça dépend. Peur, honte. Ouais, c'est un peu la même chose. Un petit mix. Hein. Ouais, c'est vrai. Émotion, sensation physique. Donc, peut-être qu'il y a une sensation qui s'est ancrée dans le corps. De peur. Ouais. Mais vraiment. Angoisse dans le corps, poitrine oppressée. Ah, mais complètement. Et il y a des croyances négatives et limitantes qui ont dû s'ancrer. Alors, c'est peut-être de l'ordre de la punition, peut-être pour vous, j'invente, hein, je ne sais pas, mais ça peut être je risque d'être puni, je suis en danger, je suis en insécurité, je risque la punition. Et à ça s'ajoute, c'est que vous aviez le deuxième effet qui se coule en rentrant à la maison, où vous en preniez une par votre père, qui vous disait, mais enfin franchement, mais t'es un bon à rien. Hein. Et j'ai entendu ça pendant des années. Voilà, pendant des années. Ouais, le fameux « qu'est-ce qu'on va faire de toi », etc., je l'ai entendu maintes et maintes fois. Donc ça a pu toucher à l'estime de soi. Et l'estime de soi aussi, non mais bien sûr, tout ça est lié, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un réveil, un sursaut. Quel a été, vous, votre sursaut ? Le réveil, le sursaut... C'est-à-dire que vous prenez conscience de tout cela et vous vous dites, vous surpassez ça, vous dépassez ça, tout ce qui a été traumatique dans votre enfance. En fait, le déclic a été quand je me suis formée à l'EMDR. Parce que j'ai eu mon diplôme de psychologue. Je ne me sentais pas de démarrer comme ça, de recevoir des patients comme ça, sans un outil concret et efficace. Et donc, j'ai cherché. J'ai cherché, en fait, un outil qui me permette d'avoir des séances efficaces, où on sort de la séance où il y a un avant et un après séance, en fait. Et donc, je suis tombée sur le MDR. Je me suis dit, waouh, ça a l'air intéressant. Rappelons ce qu'est le MDR pour ceux qui ne connaissent pas. Le MDR, c'est une thérapie du traitement des traumatismes. Voilà, donc on va aller déprogrammer des situations traumatiques. Donc je vais en formation avec juste ça. Et pendant la formation, on expérimente en binôme le traitement des traumas. Et là, j'hallucine en fait. Là, c'est un truc de dingue. Je ne peux même pas décrire en fait. Là, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'on est en binôme. C'est-à-dire que on est en binôme. On s'entraîne en binôme pour traiter un petit événement qui a pu être douloureux dans notre histoire de vie. Donc moi, je prends un événement, je ne me rappelle plus lequel j'ai pris, mais je prends un événement de mon passé, qui est encore impactant dans le présent. Hein, c'est pour ça qu'on parle de trauma. Et donc, on utilise le protocole EMDR avec une stimulation bilatérale. Je pourrais détailler après comment ça marche. Le fait est que, au bout d'un moment, je n'ai plus la même charge émotionnelle sur l'événement. C'est-à-dire que j'ai traîné pendant plus de 20 ans avec une situation qui était douloureuse. Et là, en quelques minutes, sur un exercice en binôme, il n'y a plus la charge émotionnelle liée à l'événement. J'y repense, je m'y reconcentre comme si je revivais la situation. Et il n'y a plus cette charge émotionnelle. Il n'y a plus cette charge dans le corps, il n'y a plus la sensation physique, il n'y a plus l'émotion douloureuse, il n'y a plus la pensée négative qui est associée à ça. Les pensées négatives, c'est toujours sur soi. Hein. C'est je suis nul, j'aurais dû, je suis en insécurité. Voilà. Et en fait, il n'y a plus ça. Et l'événement commence à se transformer en souvenir et commence à se neutraliser. J'y pense, je me dis oui, bon, c'est du passé. J'ai ressenti ça sur le moment. Aujourd'hui, j'y pense, ça s'éloigne. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est un truc de dingue en quelques minutes. Et en fait, c'est quelque chose qui persiste. En fait, c'est à vie. On ne revient pas en arrière. C'est pas, on n'est pas soulagé juste sur le moment. Hein. C'est définitif. Réglé définitivement. C'est définitivement réglé. Le cerveau a recréé de nouvelles connexions ou a retravaillé les connexions neuronales. C'est terminé. Et vous vous souvenez de la mise en place de cette session de MDR ? Vous avez fait quoi ? Quelle était la gestuelle ? Quel était le protocole ? Alors, le protocole, oui, je peux en parler. Du coup, en fait, on va connecter le cerveau à l'événement traumatique qu'on veut travailler. Donc, souvenir ? Le souvenir d'un événement passé en général. Hein. Ouais. Voilà, on y pense, on fait remonter la charge émotionnelle. En fait, c'est vraiment comme si on le revivait. Hein. Donc, on se remet dans la charge émotionnelle du souvenir. On peut s'appuyer sur une image, une sensation,
un mot qui a été prononcé, le lieu où ça s'est passé, etc. Déjà, pardon, si juste là, on n'y arrive pas, on peut considérer que ça n'est pas un trauma, alors ? Si on n'arrive pas à revivre la charge émotionnelle ? Alors, si vraiment on se replonge dans l'événement mentalement et qu'il n'y a pas de charge, il ne se passe rien, que c'est un souvenir, il se passe rien, on s'en fout, c'est pas un traumatisme. C'est pas un trauma. C'est un événement qui a été traumatique ou qui a été très douloureux, qui ne l'est plus aujourd'hui. Donc on l'a réglé. Il est réglé, il n'est pas traumatique, il n'y a pas de conséquences négatives de cet événement sur notre présent. Ok. Voilà. Après, c'est au thérapeute de voir si vraiment c'est réglé pour le patient ou si en fait c'est une forme de dissociation, que le patient n'est pas connecté à l'événement parce que c'est une stratégie. Bon, là c'est autre chose. De survie ou de voilà, ok. C'est protecteur ou oui, voilà. C'est ça. Ça c'est autre chose. Mais en tout cas, oui. Donc, vous faites le process. Donc, on se connecte à l'événement avec toute la charge émotionnelle. On identifie donc l'émotion ou les émotions associées au trauma, la sensation dans le corps, la croyance négative associée à l'événement. Une fois qu'on a identifié tout ça, on commence à effectuer une stimulation bilatérale, c'est-à-dire de chaque côté, en alterné. Donc ça peut être par le mouvement des yeux, c'est ce qui est recommandé aujourd'hui comme le plus efficace. Donc ça va être de bouger les yeux d'un côté et de l'autre en fait. Donc le praticien en général, il fait ce mouvement avec sa main et le patient, il suit les yeux. Mais en fait, ça peut être aussi en tapping, donc en faisant des tapotements sur les genoux. Donc moi, je fais sur les genoux du patient. Ça peut être sur les épaules. Ça peut être avec un casque et un bip qui sonnent de chaque côté. En fait, c'est de la stimulation bilatérale. Dans certaines cultures, on va même danser et taper des pieds d'un côté et de l'autre pour être en stimulation bilatérale. Voilà. Et donc, en fait, cette stimulation bilatérale, elle a un effet neurophysiologique concret, validé scientifiquement, prouvé avec des scanners cérébraux avant, après séance. On est sur quelque chose de concret. Hein. Et donc, elle va permettre à l'amygdale, qui est un noyau au centre du cerveau, de s'apaiser. Parce que l'amygdale, en fait, quand on est connecté au trauma, elle va lancer les hormones du stress, cortisol, adrénaline, signal d'alarme de l'organisme. Donc là, on dit à l'amygdale de se poser, voilà, qu'on n'y est plus, c'est du passé. Ensuite, elle permet de créer en fait des connexions entre différentes sphères cérébrales qui, pendant le trauma, ne pouvaient plus se connecter ensemble. Voilà. Donc il y a tout un système de traitement de l'information qui est relancé. C'est un traitement de l'information naturelle qu'on a tous en nous, en fait. Hein. On relance le système tout simplement. Et on a des connexions qui vont se faire comme ça pendant la séance. On va penser à un événement, à un autre, à une situation parfois qui, en apparence, n'a rien à voir avec le sujet de départ. Et à un moment donné, en fait, la charge émotionnelle va diminuer, la perception va changer et le trauma va se dissiper. Pendant que vous faites les tapotis, etc., ou la vision bilatérale, la stimulation bilatérale, est-ce que vous dites quelque chose? Est-ce que vous répétez quelque chose? Est-ce qu'il y a... Non, Moi, en tant que thérapeute? Ouais. Ou celui qui reçoit l'accompagnement? Est-ce qu'il doit dire quelque chose ou c'est juste du ressenti? En fait, c'est ce qu'on appelle les associations libres, un peu comme en psychanalyse. C'est-à-dire qu'il est connecté à l'événement et là, il laisse aller ses pensées comme elles viennent, sans chercher à donner du sens. Au contraire, on ne veut pas être dans le mental. Donc le mieux, c'est de ne pas parler et de laisser que les pensées, elles arrivent comme ça, comme elles viennent. En fait. Et vous sentez, à ce moment-là, que cette charge émotionnelle que vous aviez par rapport à l'événement dont vous avez fait écho dans votre mémoire, s'estompe? On le ressent. Tout de suite. Alors ça peut s'amplifier. Non, ça peut s'amplifier d'abord. Ça peut s'amplifier pendant la séance. Hein. On va être encore. Alors les émotions peuvent aussi bouger. C'est-à-dire qu'on parle peut-être de la honte. Après, ça se transforme en tristesse. Après, d'un coup, ça va être de la colère puisqu'on n'est pas ok avec ce qui s'est passé. Après, ça s'apaise. Je sais pas. On revient à une légère tristesse pour la personne qu'on a été. C'est un exemple. Hein. Alors qu'on était dedans, là déjà, on commence à prendre de la distance. On est triste pour la personne qu'on a été et qui a vécu ça. Et puis ensuite, à un moment donné, ça s'estompe et puis on est sur un souvenir en fait neutre, quoi. Et vous arrivez donc pendant cette séance-là à avoir à la fin de la séance ce détachement total de neutralité. Alors ça prend 1 à 3 séances, hein, mais en tout cas, voilà. Dans la globalité, en tout cas, in fine, on y arrive, quoi. Oui, vraiment. Plus rien dans le corps, détente totale. Et parfois même, on a carrément une vision positive de ce qui s'est passé en se disant « j'ai de la ressource, j'ai de la force ». Parfois, la situation se modifie un petit peu. Ça dépend des gens. Parfois, on va avoir, comme je vous dis, la sensation d'un souvenir neutre. Parfois, on va avoir la situation qui s'est modifiée, qui s'est transformée. On imagine que peut-être quelqu'un est intervenu finalement et est arrivé et a enlevé le cahier dans le dos là, et a dit « non mais on arrête ça, quoi, c'est pas OK en fait ». Et la maîtresse, un peu honteuse, et puis qui, vous voyez, voilà, on imagine en fait une autre situation. On se rappellera toujours de la vraie version,
Mais à chaque fois qu'on va y penser, on aura toujours la résolution qui va arriver, en fait. Et puis avec la sensation positive d'avoir été défendu, soutenu, et puis que la situation se soit réparée. Mais ça, Eva, c'est dans le principe où on arrive à identifier un trauma. Bonne question, merci. À partir du moment... Non, mais c'est vrai, Oui, il y a des tas de gens qui se sentent mal Oui, et qui n'arrivent pas bien sûr. à expliquer pourquoi. Et le nombre de personnes qui décident d'aller voir un thérapeute et qui se retrouvent en cabinet ou en visio, peu importe, et qui disent « Bon, ben là, je suis en face de vous, je sais que je dois l'être, Ouais. je sais que j'ai besoin de votre accompagnement, mais je ne sais pas pourquoi. » C'est la Il y en a plupart plein. des gens. Non, mais c'est la plupart. C'est la plupart des gens. Donc, ils arrivent avec une problématique. Estime de soi, j'ai le problème d'estime de moi, où je me sens mal, où je suis tout le temps dans le contrôle. On essaie d'identifier un petit peu, par exemple, dans le présent, qu'est-ce qui crée la sensation. C'est-à-dire, la personne, elle ne se sent pas bien. Qu'est-ce qui se passe dans le présent? Dans quelle situation vous vous sentez mal? Est-ce que c'est au boulot? Est-ce que c'est dans la famille? On creuse un petit peu. On voit un petit peu quel est le quotidien de la personne, C'est ça, le etc. spectre Voilà. général de... Ouais. Voilà. On voit un petit peu. Donc, on prend une situation concrète où elle ressent ce mal-être. Et c'est là qu'on va aller identifier. En fait, c'est ça qui est intéressant. Hein. C'est qu'on va partir, pas de la situation traumatique, mais on va partir de ce qui s'est ancré. C'est-à-dire les croyances, les émotions et les sensations physiques. Ce que ça a généré. Ce que ça a ancré et généré. C'est pas le trauma en lui-même. C'est la conséquence du trauma qu'on va chercher. On va partir. Comme on n'a pas les éléments, là, vous me donnez l'exemple de la personne qui n'a pas les situations traumatiques. Oui. Donc là, on va prendre dans le présent ce qui se joue. Okay, Qu'est-ce qui se joue? On est sur quelle croyance négative, quoi. Ok. On part de ça. Et là, on va aller rechercher dans l'histoire de vie qu'on va aller retracer de la naissance à aujourd'hui. On va aller regarder à quel moment la personne elle a ancré ses croyances négatives, ses sensations négatives douloureuses, en fait. Donc finalement, on n'est pas tant dans le mental, en fait. On est dans ce qui se passe maintenant, dans le ressenti. Et là aussi, vous utilisez le MDR pour aller rechercher ces informations-là? Alors, non pas à proprement parler, mais on peut se connecter à la sensation de mal-être, même si on n'a pas l'explication ni la source. On se connecte à la sensation de mal-être. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est où dans le corps? Qu'est-ce que vous dites de vous, etc. Et là, quand est-ce que vous avez déjà ressenti ça auparavant? Donc, il n'y a pas de stimulation bilatérale, mais on se connecte à la sensation. Et quand est-ce que vous avez ressenti ça auparavant dans votre histoire de vie? Et là, vraiment, il y a des flashs de situations qui viennent, en fait. C'est, ah ouais, quand j'étais à l'école, à tel moment, ah, mon grand-père me disait que, ah, mais j'ai perdu un ami et ça m'a fait ressentir exactement la même angoisse. Vous voyez? On retrace comme ça. Voilà. Je vais me poser la question de savoir quelle différence, parce que vous avez fait des études de psychologue pour le coup, quelle différence il y a entre une neuropsychologue et une psychologue? Ça veut dire que vous n'avez pas le même cursus? Alors, moi, en réalité, j'ai un master en psychologie clinique orienté psychologie interculturelle. Et ouais, j'ai démarré ma thèse de doctorat en interculturel sur, rien à voir, sur les religions d'origine afro, alors afro-cubaine et vaudou haïtien, à Cuba. Rien à voir. Rien à voir. Ouais, rien à voir. Non, mais on sait déjà à quel point c'est une tannée d'arriver au doctorat, mais si en plus de ça, vous choisissez un angle bien spécifique, bien fermé, c'est OK. Ouais, rien à voir. OK. Rien à voir. Et donc, en fait, après, j'ai passé un diplôme universitaire en neuropsychologie. Donc, j'utilise le titre de neuropsychologue parce que je m'y reconnais beaucoup plus. D'accord. Voilà. La différence. Alors, il y a plein... En fait, il y a une palette si incroyable. Vous mettez psychologue vaudou, ça va pas ça va pas le faire. C'est autre chose. Ça va pas marcher. En fait, il y a une palette. Psychologie du développement, psychologie cognitive, clinique, interculturelle. Il y a beaucoup d'orientation et de façon de travailler et d'outils utilisés, etc. On va dire qu'en clinique, moi, dans ma formation, on était plus sur laisser le patient élaborer un petit peu, on lance des petites pistes, mais on le laisse penser, réfléchir, voilà, sans attendre de résultats. Et moi, c'est ce que je ne voulais pas. Donc, c'est pour ça que j'ai cherché un outil concret où il y ait du résultat. Je voulais vraiment du résultat. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'arriver chez un psy, quel qu'il soit, et d'avoir en face quelqu'un qui fait Oui, c'est ça, c'est terrible, ce que je voulais éviter. Mais oui. C'est terrible. Ouais, oui. C'est une pratique, beaucoup le font, certains le font, mais moi, ça ne me correspond pas du tout en tout cas. Et puis les neurosciences aujourd'hui, on a des infos, bien on sûr, sait maintenant un peu plus comment fonctionne le cerveau. Donc là, on est sur des méthodes validées, voilà, recommandées, c'est concret, c'est efficace. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où vous avez effectivement ces 7 ans de formation avec ces diplômes et le moment où vous arrêtez l'école? C'est-à-dire il y a une période d'errance? Ah oui. Alors, rien à voir non plus. Je voulais être comédienne, donc j'ai fait du théâtre. Ouais, rien à voir. J'ai fait 5 ans de théâtre.
Et là, j'ai rencontré la musique. Donc, j'ai fait de la percussion de chez moi. J'étais en Guadeloupe. Voilà, donc là, chez nous, c'est le gros cas, c'est de la percussion. Donc voilà, théâtre, percussion, voilà, j'étais là-dedans. Je voulais faire une école d'art, musique, batterie. J'ai commencé à connaître un peu la batterie. C'est pour ça que tout à l'heure, vous avez padam-pam. Voilà. Et donc, je partais sur cette carrière-là. Sur cette carrière-là. Et alors, qu'est-ce qui vous fait bifurquer? Quel est le déclencheur? Alors, le déclencheur, c'est que mon prof de batterie en Guadeloupe m'a conseillé de partir à Toulouse faire l'école Agostini, grande école de batterie. J'ai fait 2 ans. Et en parallèle, en fait, j'ai passé l'équivalent du bac. Parce que du coup, j'ai arrêté l'école à 16 ans, je n'avais pas mon bac. Et bien sûr. Donc, je passe l'équivalent du bac. Et en fait, après, je réalise que j'ai les portes ouvertes à l'université, en fait, et que je peux faire tout ce que je veux. Et je me dis, waouh, j'avais pas prévu ça, mais c'est intéressant. Voilà. Et je me suis rappelé, tiens, je voulais être psychologue, là, il y a quelques années. Donc, je vais faire ça. Ouais. Et donc, j'ai repris mes études. Et stratégiquement, en fait, je me suis dit, soit je continue sur la musique, et là, je sais que je pars sur une carrière de musicienne, soit... Mais par contre, après, pour revenir sur les bancs de l'école, ça va être compliqué, je pense. Soit je pars sur les études, et après, j'essaierai de revenir à la musique. Je me donne jusqu'à 40 ans. Il y a beaucoup de batteurs femmes. Hein. Ah oui. Il y en a plein. Hein. Prince avait... Les musiciens de Prince étaient des femmes, la plupart du temps. Les batteurs et tout, bon, extraordinaire. Donc aujourd'hui, vous avez trouvé, c'est le MDR qui aura été votre révélateur. Oui, ah oui, vraiment. Je me suis dit justement, eh bien non, je n'ai pas à vivre avec tout ça en fait. Exact. Mon vécu, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le MDR, enfin l'approche que vous en avez, c'est que dès l'instant où vous allez chercher, que vous ressentez une émotion particulière, donc négative pour le coup, le MDR entre en jeu? Alors là, c'est très intéressant comme question parce que moi, je suis une obsédée du travail sur soi. Donc, je traite mes traumas tout le temps, tous les jours, même pas plus tard qu'hier soir. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? J'ai traité un événement événement hier soir. C'est vrai? Ouais. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Si c'est Je vais possible. vous raconter. Ouais. Qu'on peut tous dire ici, vous savez. Allez-y. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai acheté dans un institut, j'ai acheté des produits de beauté, en fait, un peu cher. Et en fait, quand la caissière a annoncé le prix, donc elle annonce le prix, c'est OK. Moi, j'ai travaillé sur mon rapport à l'argent, avec des programmations des croyances. Vous nous direz quel est le rapport à votre... Ouais. Et donc, les produits de beauté, un peu chers, mais vous dites OK. Oui, OK. C'est OK. Même et si là, oui, voilà, et bien justement, il y a quelqu'un qui comme ça, quand elle a dit le prix, quelqu'un qui passait par là, qui a entendu le prix, et puis j'ai senti... C'est ça. Et donc, et moi, ça m'a fait quelque chose. C'est surtout ça, en fait. C'est que moi, ça m'a mise mal à l'aise. Par rapport à cette dame? J'ai eu honte. Par rapport à... Ouais. Honte de pouvoir acheter ce produit par rapport à cette dame qui, visiblement, était un peu gênée par le prix. OK. Et donc, je me suis dit, à un moment donné, on va aller regarder ça. Qu'est-ce que ça dit? Pourquoi ça me fait un petit truc, quoi. C'est pas grand-chose, hein. Non, mais c'est sûr. Voilà. Mais... Première réaction, vous auriez pu vous dire, je m'en fous comme de leur... Oui. Alors, j'ai le droit de me faire plaisir en achetant les produits que je veux. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Vous auriez pu. Mais non, ça génère chez vous une émotion et donc vous voulez la traiter. Et ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites? Et bien du coup, hier soir, je me suis dit, je suis posée là, j'ai le temps. Et donc, je me suis concentrée sur ce qui s'est passé. En fait, ce qui est intéressant, c'est pas tant la situation, mais c'est d'aller regarder la petite émotion, le petit truc, la petite angoisse. Et donc là, je fais ma stimulation bilatérale toute seule. Je ne recommande pas de le faire soi-même. Ça peut être très dangereux de chercher à faire de l'EMDR tout seul chez soi. Okay. Voilà, je le dis. Hein. Ça, c'est moi. C'est mon petit... Je suis mon propre laboratoire. C'est encore un autre sujet. En fait, on va toucher au trauma, on va ouvrir des dossiers, on ne sait pas lesquels, on ne sait pas comment, on ne sait pas ce qui va remonter. Il n'y a pas un thérapeute en face pour nous accompagner. C'est hyper dangereux. Il ne faut pas faire ça, c'est dangereux. Parce que les traumas, justement, s'ils ne sont pas traités, c'était protecteur à un moment donné qu'ils ne se traitent pas. Il y a une raison à ça. Donc, quand on va chercher à débloquer, à déprogrammer les traumas, on fait ça bien, on est accompagné par quelqu'un qui sait gérer. Et donc voilà, je fais ma petite stimulation, je laisse remonter les situations sans mettre le mental, donc comme ça vient. Et je tombe sur mon père qui a tellement souffert, qui travaillait dans le bâtiment, maçon, carreleur, et qui a tellement galéré pour avoir 3 sous. Et des fois, il n'était pas payé. Et je revois des images où il arrive en souffrance à la maison, fatigué, crevé. Ouais, quoi. Et je me dis, mais waouh, tu dépenses comme ça pour du maquillage, et rappelle-toi que... Et donc, je pars avec ça. Et donc, on va dire le trauma d'origine, la mauvaise croyance qui s'est entrée, c'est je ne peux pas me permettre de dépenser de l'argent, je n'ai pas le droit ou même de trop ça. gagner. Voilà. Ouais, bien sûr. Alors que voilà, quoi.
Et donc, je traite la situation. Mon cerveau traite la situation de la façon la plus adaptée possible parce qu'en fait, c'est lui qui fait, je n'oriente pas avec le mental. Et donc, à un moment donné, je passe toutes les étapes, toutes les pensées qui peuvent arriver, mais à un moment donné, la résolution, c'est que je me dis, waouh, mon père, il m'a appris, il m'a toujours dit, ma fille, t'as le cerveau, t'as l'intelligence que j'ai pas eue. Et donc, toi, tu vas étudier, parce qu'il n'a pas étudié. Toi, tu vas étudier, toi, tu vas avoir des diplômes pour pouvoir travailler, être indépendante, ne pas avoir un patron, en fait, à qui tu vas devoir dire oui pour des comptes et qui ne va pas te payer, etc. Et je me dis, waouh, je suis en train d'honorer mon père, en fait. Je suis en train de faire ce qu'il m'a toujours dit de faire, finalement. J'ai étudié, j'ai les moyens de m'offrir des choses, et voilà, c'est ce qui... Voilà. Donc, je peux m'autoriser à ça. Et ça, c'est ça votre rapport à l'argent qui était compliqué par rapport à la situation avec votre père? Il y a beaucoup de mémoires qui n'en sont plus parce que j'ai traité beaucoup de choses déjà, mais de mémoires de pauvreté, de misère, de difficulté, d'assistante sociale, de Croix-Rouge, colis alimentaires, de choses comme ça. Bien sûr. Beaucoup de mémoires. Et donc, forcément, ça limite, en fait. C'est pour ça que... On parle partout, hein, là. Hein. Bien sûr, non, mais c'est open. Mais c'est intéressant, non, mais c'est vachement intéressant de voir... moi, je dis que, et je fais une petite parenthèse là-dessus, bien sûr qu'on parle de tout ici, d'abord on ne juge pas, et ensuite, c'est toujours intéressant de se dire, quelqu'un qui estampille un titre comme neuropsy, etc., tout le monde est coach, tout le monde est neuro de machin, tout le monde est dans le quantique, tout le monde fait ça. En revanche, tout le monde n'a pas le même parcours de vie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez la légitimité à être au-delà des diplômes et au-delà de vos 7 ans d'études? Il y a un parcours de vie. Et c'est ce parcours de vie-là qui est intéressant. Ouais. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de parler. Ouais. Et puis du coup le MDR, je l'envisage dans une démarche beaucoup plus large, à traiter des choses beaucoup plus larges que les traumas, les souffrances. Enfin, vous voyez, ce genre de programmation limitante. Bien sûr. Et donc, oui, beaucoup de mémoires de pauvreté, de misère, de difficulté, etc. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, quand on cherche à, par exemple, activer la loi de l'attraction, pour attirer à soi l'abondance. Ça ne marche pas si on n'a pas traité les croyances limitantes. Ça ne marche pas de dire j'appelle l'abondance, je crée un cadre de visualisation, etc. Le vision c'est board, super etc. Voilà, exactement. C'est bien, mais en parallèle, il faut traiter les freins. C'est comme si dans une voiture, on va appuyer sur l'accélérateur, mais on n'a pas baissé le frein à main. Exactement. Voilà. Donc en parallèle, c'est de traiter ces croyances limitantes. C'est je ne mérite pas, je n'ai pas le droit, l'argent est sale, ce n'est pas bien d'être riche, les riches sont méchants. Il y a un tas de choses. Si j'ai, l'autre n'aura pas, je prends à l'autre, je gaspille. Enfin, il y a plein de croyances limitantes autour de l'argent. Mais ces croyances limitantes, avant de les traiter, il faut accepter d'en être conscient. Ouais, il faut déjà, c'est un gros travail. Hein, c'est déjà un gros travail que d'aller rechercher ça en se disant, parce que il y a plein de gens qui vont vous dire non, mais ok, c'est pas pour moi. Moi, j'ai pas ce genre de problème. Or, si. Inconsciemment, si. Ouais, bien sûr. Donc il faut quand même, dans la mesure du possible, il faut aller rechercher dans ça la démarche, quand même. Et bien sûr, il faut être dans la démarche. Une certaine conscience des choses. On peut être pris dans des croyances limitantes, mais en avoir conscience. Et pourtant, on est pris dedans, hein. On est coincé dedans. Hein. Ouais. Vous savez à qui vous me faites penser? Je vais vous dire à qui vous me faites penser. Depuis tout à l'heure, je me dis, elle ressemble à une actrice dans un film, machin. Vous ressemblez à la danseuse de Flashdance. Ah, je connais. Ah, vous voyez pas Flashdance? Oui, je crois, oui. J'ai quelques images qui arrivent dans ma tête, là. Vous connaissez Flashdance, évidemment, qui travaille dans une usine, elle tombe amoureuse, enfin, le patron tombe amoureuse, machin, etc. Bon, voilà, vous ressemblez à la danseuse de Flashdance. N'importe quoi. Bon. En tout cas, oui, effectivement, on peut se rendre compte. Mais alors, ce qui est assez étonnant, c'est que pendant ces 7 années d'études et cette approche avec les neurosciences que vous avez pu avoir, c'est étonnant qu'il n'y ait que l'outil de MDR. Alors, j'ai découvert le MDR après mes 7 années d'études, hein, bien après. Oui, d'accord. Oui. Je ne connaissais pas du tout avant. D'ailleurs, en licence, j'ai une collègue de fac qui me dit « regarde, il y a un article sur un truc, là, MDR. » Je suis là. C'est quoi cette connerie là? Tu bouges les yeux, tu traites les traumas, c'est quoi ce truc? C'est vrai qu'on peut avoir ce genre de réaction en disant de quoi on parle. Ouais, oui, bien sûr. C'est passé à la trappe complètement. Et donc j'ai connecté à l'EMDR il y a 10 ans, 8-10 ans, juste avant d'exercer moi en tant que psy, quoi. Est-ce que vous avez un exemple de quelqu'un que vous avez accompagné et avec, moi j'appelle ça l'effet avant-après? Oh là là, il n'y a que ça. Des beaux résultats avec des transformations, avec des gens qui ont, justement, par le biais de votre approche, votre accompagnement, via le MDR.
C'est pas facile, j'appréhendais cette question. C'est vrai? Oui. Vous aviez déjà Il y anticipé? a trop de cas. Non, mais parce Oui, que... mais je n'ai pas préparé pour autant. Je l'appréhendais, mais je n'ai pas préparé. Parce qu'en fait, je vois que ça tout le temps. Ben, Quoi. évidemment. Déjà, sur une séance, l'avant-après, il est dingue. Déjà. Sur une séance. Sur une séance, déjà, il est dingue. Ok. Et il y a des gens qui oublient, en fait, le début de la... Heureusement que je note, hein. Je veux dire, attendez. Parce que les gens, à la fin, ils me disent, oui, mais bon, de toute façon, ça fait longtemps. Attends, là, j'ai noté, hein. On était à 10 sur 10 de perturbation. Il y avait colère, tristesse, honte, humiliation, tremblement, boule au ventre, et je suis une merde. Et ah, ah oui, c'est vrai, effectivement. 1 heure plus tard, la personne, elle se demande pourquoi elle est venue. Hein. C'est fou. Donc, je vois que ça, en fait. Alors, oui, on travaille une problématique. Par exemple, l'insécurité. Je suis insécure. Je suis en insécurité. Donc, des gens qui vont avoir peur en permanence, peut-être dans le lien à l'autre, j'invente, hein, je dis ça comme ça, mais de perdre le lien à l'autre dans la relation affective. Au boulot, de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur. Voilà, cette forme d'insécurité, par exemple. Donc, on traite cette problématique en traitant plusieurs traumas sur la ligne du réseau de mémoire de l'insécurité. Il faut voir ça comme une ligne, en fait, avec plusieurs événements. Donc, la ligne de l'insécurité, il peut y avoir la ligne du contrôle, il peut y avoir la ligne de l'estime de soi, voilà. Donc, nous, en EMDR, on essaye quand même d'être sur une même ligne pour résoudre une problématique complète. Et bien là, c'est un truc de fou, puisque la personne arrive, c'est quelqu'un d'insécure, et ça se manifeste dans presque tous les domaines de sa vie. On traite les traumas à l'origine de ça. Il n'y a plus d'insécurité. La personne, je suis quelqu'un de sécure, tout va bien partout, je me sens bien, je n'ai pas peur de perdre l'autre. Enfin, c'est quelqu'un d'autre. Et quand Et là, on va toucher à quelque chose d'intéressant. Quand il y a un trauma transgénérationnel, alors, comment fait-on pour aller le débusquer et le régler? C'est hyper intéressant comme question. Alors, en fait... Toutes mes questions sont hyper intéressantes. Je vois ça. Il faudrait vraiment que vous vous habituiez Je vois ça. à ce que je ne pose que des questions intéressantes. Mon Dieu que non. Mon Dieu que non. Alors, en fait, ce qui nous intéresse, on va travailler avec la personne telle qu'elle est aujourd'hui, là et maintenant, dans l'instant présent, et avec toutes les conséquences de ce qu'elle a pu vivre avant ou de ce qu'ont pu vivre les générations d'avant. Donc, c'est maintenant que ça se passe. On n'a pas forcément les réponses, on ne va pas aller rechercher dans l'arbre généalogique, etc. On peut ne pas avoir les infos, mais toutes les infos, elles sont là devant nous. Elles sont ressenties par la personne. Que la personne est la conséquence Exactement. de tout ça dans l'instant présent. Voilà, ce qu'elle manifeste aujourd'hui dans les problématiques. Donc, on va travailler avec les problématiques qui sont là aujourd'hui. Et en fait, son cerveau, il va aller réparer toutes les conséquences de ça, quoi. Et dans la séance, vous voyez, vous lui dites, vous ressentez, vous, que c'est du transgénérationnel et pas nécessairement quelque chose qui vient soit de ses parents ou de ses grands-parents? Parfois, je peux ressentir ça. Il y a plusieurs réponses là, mais parfois, je peux ressentir ça parce que simplement, dans son histoire de vie qu'on a suffisamment décortiquée, il n'y a rien de rationnel qui explique qu'elle puisse ressentir ça, même à l'inverse. Voilà. Donc, il y a pas Donc, ça vient sûrement d'ailleurs. Et puis, parfois, je peux avoir des petites intuitions. Arc. C'est ce que j'appelle l'intuition plus. Que certains n'osent pas s'avouer ou ont plutôt du mal. C'est-à-dire que l'intuition plus avec un bac +7 de neuropsy, c'est pas toujours très très compatible. Et on se dit toujours, non, je vais pas aller sur ce terrain-là. Mais bien sûr que oui, ça veut dire que vous ressentez les choses, évidemment. Alors ça peut être de la déduction, de l'intuition, si oui. Et il y a un certain professionnalisme qui fait que maintenant vous avez des automatismes et que vous savez dénicher, ressentir les choses. Mais il y a peut-être plus aussi, sans doute. Et bon, je garde toujours cette marge de prudence. Bien sûr. Non, mais c'est très bien. Et d'humilité, et vous avez raison. Il faut. Bien sûr. Il faut. Bien sûr. En fait, là où ça peut nous amener on peut aller vers quelque chose d'intéressant, c'est que... Comme je disais, je suis mon propre laboratoire. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'aller tout traiter, au maximum. En tout cas, c'est mon petit truc à moi. Voilà. On peut juger, mais parce que voilà, jusqu'à quand ça va s'arrêter? C'est mon truc à moi, en fait. C'est mon histoire à moi. Et du coup, par exemple, quand des personnes viennent me voir, elles viennent travailler un domaine, l'estime de soi ou autre. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passerait si on traitait tout? Dans tous les domaines. Si on allait nettoyer toutes les lignes, là. Et c'est un petit peu ma démarche. Avec ce que la vie me présente comme situation et ce qui peut me déclencher, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, d'il y a 3 jours. Là. Des petites choses comme ça, je vais aller regarder, tiens, ça vient de travailler dans quel domaine et on déprogramme. Et en fait, j'ai fait l'hypothèse il y a un petit moment que plus on
nettoie un peu toutes ces couches-là, et plus on accède à peut-être cette forme d'intuition et qu'on développerait peut-être des dons. C'est ça, des facultés supplémentaires. En tout cas, c'est l'image de l'oignon avec toutes ces couches qu'on enlève au fur et à mesure. C'est ce travail que vous faites depuis toutes ces années qui fait qu'à un moment donné, on arrive à l'essence même de cette intuition plus. Et c'est ce que je me dis. C'est ma petite hypothèse à moi. Et puis, en fait, je l'ai observé sur moi, du coup, et je l'ai observé sur une patiente. Alors, soit c'est parce qu'elle m'en a parlé, soit c'est parce qu'elle a déjà ce petit truc au départ. Elle avait déjà des rêves intuitifs, des choses. Et ça s'est développé beaucoup en travaillant avec elle en thérapie, quoi, et en déprogrammant les traumas. Comment vous expliqueriez alors cette intuition que vous avez ? C'est quoi ? C'est une idée qui vous arrive, des fois, j'ai des perception, images qui arrivent, des images. Des fois, j'ai des images qui arrivent. Je propose, ça tombe juste, souvent. La personne, soit elle valide, en fait, parce que c'est quelque chose qu'elle sait, par exemple, ou qu'elle ressent, soit ça aide à débloquer le travail, en fait, pendant la séance. Eh oui, bien sûr. Bien sûr. Et effectivement, quand vous avez cette perception-là et cette intuition-là, sans parler de plus, le fait d'écrire ça et de donner cette information ou cette image à la personne qui vous consulte, c'est une belle avancée pour elle. En tout cas, ça lui permet sans doute de cheminer. Ouais. Ça crée des déclics. Des fois, au niveau émotionnel, surtout quand on n'est pas dans le mental, qu'on est en pleine stimulation, dans un état un petit peu modifié de conscience déjà, et qu'il y a une information qui arrive, qui tombe juste, des fois, ça explose en fait au niveau émotionnel. La personne, d'un coup, elle se met à pleurer, ou il y a quelque chose qui se débloque et puis qui peut se résoudre beaucoup plus vite en accéléré en fait. Ça accélère le travail. Et le MDR est considéré comme une pratique d'état modifié de conscience ? Je crois que non, officiellement. Mais il y a quelque chose de ça quand même. Ouais. Et du coup, est-ce que vous vous limitez à l'EMDR ou vous auriez envie peut-être d'ajouter d'autres cordes à votre arc sur des pratiques Il y a des tas de choses qu'on peut faire en moi, plus. Je pense que je sors déjà un peu du cadre. Je me suis permise quelques libertés, je pense, depuis le temps. Enfin, on peut. On peut. Donc, je pense que je suis déjà dans peut-être un petit peu d'autres choses, malgré moi. Après, oui, l'hypnose, ça serait intéressant que je me forme à l'hypnose. Ouais. Il y a beaucoup de pratiques avec les états modifiés de conscience. On peut y arriver avec beaucoup d'autres choses. Mais moi, je pense qu'on y est un petit peu, parce que, par exemple, quand je travaille sur le deuil, on imagine une situation où la personne va rencontrer l'autre. C'est impressionnant, parce que du coup, la personne, quand elle est vraiment, justement, hors du mental, qu'on est en stimulation, qu'elle ferme les yeux et qu'elle visualise la personne, qu'elle rencontre la personne décédée, là, c'est assez impressionnant à voir, c'est qu'il y a des choses qui se passent, que la personne même, qui surprennent la personne même. Oui, il me dit ça, il me répond ça, il me donne telle information, posez-lui telle question, allez-y, tant qu'on est là, demandez-lui si... et tac, on a une réponse, enfin, c'est incroyable, quoi. Et c'est arrivé qu'il y a des informations pendant la séance qui se vérifient ensuite. Ensuite, bah oui, bien sûr. Même sur les mémoires prénatales que je travaille beaucoup, donc dans le ventre maternel, pendant la grossesse. In utero, donc. Exactement. Et des fois, il y a des informations, cordon autour du cou, tout ça, des trucs qui sont vérifiés ensuite et que la personne ne savait pas, en fait. Et on a fait quelques émissions, et notamment sur les traumas de naissance entre une personne qui accouche naturellement et une personne en césarienne. Et le bébé, qui est devenu ensuite adulte, quand on fait ce qu'on appelle des revécus de naissance, on se rend compte à quel point la naissance a été traumatisante pour le bébé. Ça veut dire que, via votre pratique, on peut revenir à cet état-là ? Exact, tout à fait. On peut déprogrammer les émotions, les croyances, les sensations, toujours pareil, les informations négatives, douloureuses, associées à cet événement-là, si ce n'est pas traité. On peut les déprogrammer en EMDR. On est sur des images symboliques au départ, c'est pas des souvenirs conscients. Et on fait confiance au processus. Et même les personnes les plus cartésiennes, elles jouent le jeu, en fait. Et elles disent, je sens telle chose, je vois, je suis là, il se passe ça. Je ressens à l'extérieur qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse chez l'autre. J'ai pas envie de sortir du ventre, je sens que je suis mieux à l'intérieur. J'ai une sensation au cou, ça serre, c'est bizarre. Je sens que je vais mourir. Il y a un tas de choses. J'ai l'impression qu'il y a une présence à côté de moi. Des fois, il y a le jumeau perdu. Voilà. Et comment vous savez comment vous savez que la personne, de ce qu'elle vous raconte, ça n'est pas le mental qui parle ? Je ne vais pas encore dire quelle question pertinente. C'est une bonne question, Marc. Vous savez, c'est une bonne question. Non, mais voilà. Oui,
Eh bien, en fait, qu'elle ne joue pas? Très bonne question parce que les gens, parfois, me le disent. Hein. Ouais, mais c'est peut-être mon mental. Eh oui. Attends, sors du mental, ressens. C'est OK. Même si c'est le mental, c'est OK. Pourquoi le mental, il vient nous dire ça là, maintenant? Tout est OK. Tout ce qui se présente, c'est OK. Oui, même si c'est le mental. Oui, mais par définition, si c'est le mental, c'est le mental. Donc, l'information n'est pas vraie, n'est pas vécue. C'est pas grave si elle n'est pas vécue ou qu'elle n'est pas vraie. OK. Par exemple, des fois, la personne, elle a entendu parler d'une situation et elle s'en est fait un trauma. Et donc, c'est pas forcément du vécu, mais ça a été entendu, ressenti, réapproprié par la personne. Et ça a fait trauma. Donc, dans tous les cas, c'est OK. Des fois, quand la personne, elle met le mental parce qu'elle a peur de plonger vraiment au cœur de la souffrance, donc elle va mettre le mental, elle va passer par des stratégies pour éviter un peu le truc. C'est OK. Tant qu'on est en stimulation bilatérale, le cerveau est en train de travailler sur tout ce qui se passe, même sur le fait qu'elle vienne mettre son mental dans la séance. On est en stimulation bilatérale, on vient travailler sur ça. Pourquoi elle vient mettre son mental pendant la séance? Peut-être qu'il y a de l'insécurité, de la peur. De quoi? De se livrer, d'être jugé par le thérapeute. Bien sûr. Tout ça se travaille en séance. Donc, sur votre protocole, il y a évidemment cette première partie d'échange qui doit être assez complète. Ouais, c'est bien quand c'est complet. Tant qu'à faire. On peut travailler à l'aveugle, sans aucune information. C'est ce que j'allais vous demander. On peut y aller comme ça, à l'arrache et direct. Ça m'est arrivé sur une petite fille qui n'avait pas envie de raconter ce qui s'était passé. Alors, je lui demande comment tu te sens de 0 à 10. C'est quoi ton émotion? Dans ton corps, c'est comment? Qu'est-ce que tu te dis, à peu près un peu? Enfin, si tu peux dire 2-3 mots sur ce que tu te dis de toi à ce moment-là. On y va. Allez, stimulation. Pense à ce qui s'est passé. C'est OK. On accompagne la séance. Stimulation. Et là, maintenant, c'est comment? Comment tu te sens? Il y a telle émotion, ça a bougé. OK, on continue. Et on fait une séance d'1 heure comme ça. Et à la fin, comment tu te sens par rapport à l'événement? Ça me fait plus rien, 0. Je sais pas sur quoi on a travaillé, en fait. Mais il y a eu un effet. À chaque fois que quelqu'un vient faire une séance avec vous, il repart obligatoirement avec un déblocage de quelque chose? Ça peut être en cours de travail. Sur une séance, on peut être au milieu. On était peut-être à 10, on est peut-être à 9 à la sortie. Mais ça aussi, rien que ça, c'est 8. Hyper difficile à donner cette échelle de ressenti. C'est hyper compliqué. Là, si vous me demandez comment je me sens de 0 à 10, si vous pensez on va pas le faire là, mais si vous pensez vraiment à une situation douloureuse, qui vous impacte vraiment, que vous fermez les yeux, que vous ressentez la situation, que vous revoyez où ça s'est passé, qu'est-ce qu'on vous a dit, tout ça, que vous êtes vraiment dedans, et vous aurez une petite idée quand même de 0 à 1. C'est vrai, vous avez raison. Non, vous avez raison. Je viens d'en revivre une et vous avez raison. Oui, tout à fait. C'est approximatif. Mais le fait de revivre cette situation, donc, cette émotion, elle est bien générée et ravivée par mon mental. Oui. C'est mon mental qui va aller chercher l'émotion. Ouais. Donc, c'est mon mental qui la dirige. Donc, si c'est mon mental, c'est pas bon. Il ne faut pas que ce soit mon mental. Il faut que ce soit... Remarquez, si, on accueille tout. Oui. Le mental va aller rechercher la situation, mais une fois que le mental donne l'information au corps, le corps prend le relais. L'amygdale relance les hormones du stress, le corps se souvient et tout et tout. Non, mais c'est vrai que tout de suite, évidemment, on se replonge dans des trucs qui sont improbables. Non, mais c'est passionnant. Alors, il y a un livre, il y en a un second qui est en train d'être écrit là. Vrai. Le premier s'appelle Les mémoires traumatiques. Alors, j'avais mis le visuel, mais on ne le voit pas très très bien. Je ne sais pas si sur l'écran, Mathis, tu peux nous l'afficher. Voilà, si, on le voit quand même. Les mémoires traumatiques, c'est aux éditions Erol, qui racontent. Ben en fait, sincèrement, vraiment, je donne tout ce que je peux donner de mes connaissances sur le trauma. Tout ce que vous avez appris pendant ces 10 ans. Vulgarisé, accessible, simple, voilà, à lire et à comprendre. On ne rentre pas dans de grandes théories neuro, on reste simple. Ouais. Ce que j'ai envie, c'est que les personnes comprennent comment ça marche. Et il y a beaucoup d'études de cas, donc les gens se reconnaissent en général dans les études de cas. C'est sorti l'année dernière chez Erol. Oui. Et donc cette année, pour 2026, aimer après le trauma. Qu'est-ce que c'est donc? Alors en fait, moi, je pense que en tout cas, j'ai envie d'avoir cette base-là. Le trauma, qu'est-ce que le trauma? Comment ça fonctionne? Les conséquences? La résolution
Voilà. Donc ça, c'est le premier bouquin. Et après, je pense que c'est des petites ramifications que je vais pouvoir continuer à faire. Donc trauma et relations amoureuses, trauma et argent, trauma et travail, trauma et spiritualité, trauma, voilà. Donc là, on est sur la version trauma et relations amoureuses. Quels peuvent être les impacts de nos traumatismes de vie sur notre rapport à l'autre dans la relation amoureuse? Voilà. Dans les difficultés qu'on peut observer dans le couple, qu'est-ce qui se joue là? La plupart du temps, j'ai envie de dire que lorsque dans des situations de couple ou des situations familiales compliquées, des schémas répétitifs dont on parle en permanence, etc., c'est sans doute la cause d'un trauma. Oui. Sans doute. Il ne faut Toujours. pas avoir fait 10 ans de neuropsy pour... Non, mais on est d'accord. Alors, en même temps, la plupart des gens n'ont pas cette conscience-là. C'est-à-dire que les gens vont en général pointer l'autre, quoi. Il m'a fait ci, il m'a dit C'est ça, vrai. il me rassure pas. C'est Mais vrai. pourquoi tu as besoin que l'autre te rassure? Sur quoi? Pourquoi tu es en insécurité? Tu es... Voilà, tu as peur d'être abandonné, rejeté. Et quand bien même on t'abandonnerait ou on te rejetterait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça te questionne? Est-ce que l'autre doit combler nos attentes, nos besoins, voilà. Est-ce qu'on est avec l'autre ou est-ce qu'on est en train de chercher à combler quelque chose? C'est ouf, ça peut partir loin. Hein. Très, très intéressant. On peut vous consulter à distance? Oui. Ça se fait, ça? Ouais, On peut faire les clapotis, là, à distance? Alors, les gens vont faire eux-mêmes leur tapotement. Ouais. En général, c'est sur les épaules. Les gens, ils sont à l'aise, je remarque, à tapoter sur les épaules comme ça, simplement. Ou alors, on peut faire de la stimulation oculaire, bilatérale oculaire. Ouais. Donc, en regardant deux objets, en alterné. Voilà. Okay. Et on fait ça en visio, ça marche très, très bien. Même pour ceux qui ont des... un dérèglement du nerf optique ou qui ont souvent des migraines ou qui ont... ça va faire en même temps la gymnastique des yeux. Hein. C'est vrai. D'une pierre deux coups. Non, quand on fait de la rééducation du nerf optique, c'est souvent dans ce sens-là. Ça marche pas. Ça marche non, okay. Non, il faut que ça soit bilatéral. Bilatéral, ouais, c'est ça. Ok, très bien. Très, très intéressant. On va vous mettre évidemment le lien autour de cette vidéo si vous voulez rentrer en contact avec Eva. Et c'est vrai que, évidemment, il y a un cursus classique dont tout le monde a entendu parler, qui consiste à être suivi en faisant une psychothérapie pendant, que ça peut durer, voire une analyse qui peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et puis, il y a d'autres méthodes comme celles que vous préconisez, avec l'approche du MDR et le vécu que vous avez eu, et l'expertise et l'expérience que vous avez, qui en quelques secondes, voire en une séance, peut régler beaucoup de choses. Ouais. En fait, dans tout ce qui est un peu plus analytique, alors sans critique du tout, ça peut être complémentaire, ça peut avoir sauvé des vies, voilà. C'est sûr. Mais on reste dans le mental, c'est-à-dire que, en fait, le cortex préfrontal, voilà, à l'avant du cerveau, c'est là où il y a toutes les informations qui sont déjà digérées, traitées, voilà, connues, comprises, etc. Et donc, quand on est dans la parole, dans l'analyse, la réflexion, on va rester dans cette zone du cerveau. Mais le trauma, il y a justement ces cerveaux limbiques, cerveau émotionnel, les deux parties ne sont pas reliées entre elles. Donc c'est pour ça que, et ça je pense que beaucoup de personnes le vivent, on a compris qu'on n'y était pour rien, que c'est pas de notre faute, qu'on n'avait pas, voilà, que c'est du passé, on l'a compris intellectuellement, on peut en parler. Mais en même temps, quand on pense à l'événement, on a encore les conséquences douloureuses de l'événement, c'est encore traumatique, voyez. Et donc en fait, on aime dire, on va relier les deux zones du cerveau, cerveau limbique, cerveau rationnel, pour que tout fonctionne ensemble. Donc c'est, voilà. C'est une autre méthode, ouais. Magnifique. Le site internet, donc, evalomba-lebihan.com. Ouais. Voilà, on n'est jamais mieux servi par soi-même. C'est très bien d'avoir mis votre nom. Ting, ting. Voilà, très bien. Prenez soin de vous. Merci pour votre parcours. Merci pour, en tout cas, vous avez, j'allais dire que vous avez dû effectivement aller chercher et déverrouiller bon nombre de petites émotions qui sont venues. Là, vous n'avez rien à déverrouiller, là. Là, tout de suite, maintenant. Ça va, là. Ah ben, justement, si. Si. Ah ben, c'est-à-dire que... c'est-à-dire que ma présence ici, on va dire que là, je suis sur du renforcement positif. OK. Ma présence ici, c'est le fruit d'un long travail sur l'acceptation d'être mise en lumière. Parce que le trauma, papier dans la bouche, faut pas parler, faut pas se montrer, vaut mieux pas être trop visible, il m'a suivi pendant plus de 30 ans quand même. Et donc là, c'est un peu l'aboutissement. Ma présence ici, c'est de dire j'accepte d'être mise en lumière. Bravo, magnifique. Voilà.
commentez avec bienveillance. Et puis, on va lire tout cela. Et je sais que vous allez prendre contact avec Eva parce que voilà, j'aime votre approche. Et surtout, vous avez une manière très pédagogue de vulgariser le propos. Et ça, c'est quand même vachement important parce que quand on parle de neurosciences ou de neuropsy, on peut vite être sur un nuage en lévitation à bouffer des graines. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Bon. Merci infiniment. Merci à vous. Merci, bravo pour les produits de beauté, ça vous va bien. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut.